Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir le directeur général Christian Bossembe dans Entre les lignes. Monsieur le DG, bonjour et merci d'être avec nous. Merci Dan, merci en tout cas, bonjour. C'est un honneur d'être sur ce plateau. Je vois à chaque fois vous recevez des gens assez importants et je vais me prêter à l'exercice. Merci beaucoup monsieur le DG. D'entrée de jeu, nous parlons de l'actualité, comme vous savez, le discours du président de la République aux Nations Unies. Avant d'aller spécifiquement sur les questions, comment globalement avez-vous trouvé son discours? C'était un excellent discours, du moment où le chef de l'État a rencontré toutes les questions qu'on se pose. Le chef de l'État a dit exactement ce que tous les Congolais voudraient qu'ils disent, parce que, souvenez-vous, il y avait une sorte de, on va dire, des peurs collectives pour attaquer le Rwanda. Personne n'avait le courage de dire que c'est le Rwanda qui nous agresse. Il y avait un silence des cimetières, et un peu comme si le Rwanda était intouchable. Maintenant là, on ne parlait plus des voisins, on a parlé du Rwanda. Et on le dit, le président Kagame sur place, on le dit, tout le monde est sur place, mais ce qui est fondamental, c'est que le chef de l'État n'a pas parlé que de M. Kagame. Il a parlé de M. Kagame dans sa petite expression. M. Kagame, le Rwanda, utilisé comme de sous-traitant. Et le chef de l'État n'a pas visé le Rwanda, il a visé plus grand que le Rwanda. Ça veut dire ceux-là qui soutiennent le Rwanda. Et le président a répondu encore à M. Guterres, qui visiblement n'a pas l'histoire de la géographie, il ne connaît pas exactement la RDC. Et là, il a répondu à M. Guterres. Et le chef de l'État a finalement, dans son discours, évoqué, moi j'appelle ça, on va dire le paragraphe décisif ou le paragraphe de tous les enjeux, quand il dit que c'est plutôt à vous de décider de ce qui va devenir le monde. Et moi je crois que c'est fondamental quand le chef de l'État fait le parallélisme avec ce qui se passe en Ukraine. Le chef de l'État ne le dit pas tout de suite, mais entre les lignes, on comprend, un peu comme votre émission, entre les lignes, on comprend qu'ici il s'agit d'un silence quand on tue à l'est de la République du Congo, parce que ce sont des Africains, c'est des Noirs, on s'en fout, éperdument, ils peuvent mourir. Mais quand on tue en Ukraine, alors là c'est un crime. Ça dérange tout le monde. Ça dérange tout le monde. Et les chefs de l'État ont finalement manifesté cela. Et je crois que c'est formidable. Mais il faut dire une chose. Le problème, c'est que tant que nous allons attendre que les gens parlent de nous, et ça sera très dangereux, nous devons parler de nous, d'abord nous-mêmes. Notre président a parlé, je crois que c'était extrêmement important. Mais l'Union africaine joue quel jeu? L'Union africaine, c'est encore une fois, c'est une marionnette de l'Occident. On sait tous que le président Macky Sall ne peut dire aucune chose. Le président Macky Sall est allé à la limite quémander du blé en Russie, alors que nous avons des terres beaucoup plus fertiles que la Russie. Donc ici, il y a un problème d'un leadership africain qui ne sait pas vendre le problème africain. Ce qui s'est passé au Mali est totalement inexplicable. Ce qui s'est passé en Centrafrique est totalement inimaginable. Ce qui s'est passé en Libye, ou ce qui se passe même jusque-là, en Libye, est totalement inimaginable. Mais est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Puisque l'Africain a été, on va dire un peu comme France Fanon le dit dans Damnés de la Terre, on a tellement été aliénés que nous pensons que nous sommes grands en parlant de problèmes des autres, moins de nous. Certains disent que c'est un échec de la diplomatie du chef de l'État. Que sa diplomatie est... En tout cas, elle a failli. Pendant les 4 années qu'il a... Parce que les 4 années, il a complètement failli. Parce qu'il n'y a presque pas de soutien. D'abord, en Afrique, tous les Africains semblent ne pas adhérer à sa cause. Ça serait un échec de sa diplomatie. Alors, il faut dire que la diplomatie du président a eu quelques échecs. Il faut le dire, il faut le reconnaître. D'abord parce qu'elle est portée par qui? Qui porte notre diplomatie? C'est des hommes et des femmes qui ne partagent pas la vision du président de la République. Il faut le dire. Qui est le patron de la diplomatie congolaise? Vous donnez la diplomatie congolaise, ça veut dire votre visibilité internationale, vous le donnez à quelqu'un qui vient de votre concurrent, qui veut être à votre place. Bon, à moins que ce soit un exploit de génie, mais un résultat probant ne peut pas sortir de là. Qui ont parlé de nous? À la Maison Blanche, qui parle du Congo? Aux Champs-Élysées, qui parle du Congo? Dans les palais chinois, qui parle de la RDC? Dans les palais de Russes, qui parle de nous? Personne ne parle de nous. Peut-être des petits coopérants par-ci, par-là, mais personne ne parle de nous. Nous n'avons pas réussi à fédérer 15 sénateurs américains pour parler de notre situation.
C'est vrai, on va dire, on doit parler de ça nous-mêmes. Mais pour parler de ça nous-mêmes, on doit construire à l'intérieur ce qu'on n'a pas encore fait. Nous n'avons pas encore construit à l'intérieur. Et nous essayons de voir à l'extérieur. Mais jusque-là, il n'y a vraiment pas, on va dire, un véritable go. La diplomatie, il y en a beaucoup de manières. Il y a la diplomatie de la visibilité. Ça, le chef de l'État a réussi lui-même. C'est ça ce qu'on appelle une diplomatie de la visibilité. Il sort, il montre le pays dans l'échiquier international, tout le monde le voit. Maintenant, dans la diplomatie de la résolution des problèmes, dans l'enrôlement de gens qui vont parler de vous, ça, on n'a pas fait des pas. Parce qu'on parle de qui d'abord? Regardez, le chef de l'État était président de l'Union africaine. Mais après, qui en parle encore? On a oublié. Poser la question aux Africains, s'ils connaissent que Tshisekedi était président de l'Union africaine, peu connaissent. Puisqu'on n'a pas fait ce qu'on appelle le post-vente. On n'a pas parlé de ça après. Nous ne connaissons même pas les résolutions qui avaient été prises. Pourquoi? Parce que le chef de l'État n'a pas été vendu correctement, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et ça, c'est un véritable problème. Puisque quand vous êtes en train de travailler à l'interne, la diplomatie doit pas seulement être une diplomatie de visibilité, qui est une très bonne chose, mais aussi une diplomatie d'ancrage. Vous devez entrer en profondeur. Vous devez être en mesure d'enrôler toutes les voies internationales à votre guise. Ça, jusqu'aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait. D'accord. Dans le discours, je vais prendre juste un extrait. Le président dit « Le peuple congolais demande aux Nations Unies, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et aux partenaires de la RDC de ne plus se fier aux dénégations éhontées des autorités rwandaises, de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité et à la construction d'une paix durable. » Est-ce que les Nations Unies, est-ce que c'est dans les prérogatives, je veux dire, des Nations Unies de contribuer à la paix? Est-ce que les Nations Unies ont cette charge-là de contribuer à la paix de la RDC? Il faut dire deux choses. La première chose, la sécurité d'un pays dépend de ce pays-là. C'est un pays qui protège ses citoyens et c'est un pays qui protège ses frontières. Mais il arrive que les pays développent des idées hégémoniques, allant dans le but d'appauvrir les autres par les pillages et par d'autres mécanismes peu conventionnels. C'est ainsi que, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, à San Francisco, va se créer cette histoire. Je l'appelle histoire parce qu'elle ne sert absolument à rien. L'ONU. L'ONU va être créée après. Pourquoi? Parce que l'ONU s'est créée parce que les pays ne se sont pas entendus. La SDN a échoué, la Société des Nations a échoué à imprimer la paix. Et ils se sont dit plus jamais ça. Donc il fallait la naissance de l'ONU. Mais on va se rendre compte finalement que les bilans en termes de désordre et des morts est beaucoup plus compté avec l'ONU qu'avec la SDN. Ça veut dire que le monde a créé un autre problème en voulant résoudre un problème. Donc l'ONU ne résout pas le problème parce que sinon, quel est le pays qui a été pacifié grâce à l'ONU? Aucun. Aucun pays dans le monde n'a été pacifié grâce à l'ONU. Et dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas comprendre ça. Et le chef de l'État dit à la MONUSCO, à l'ONU, le peuple congolais doute de vous déjà. Le peuple congolais pense que vous êtes complice. Le peuple congolais pense que vous traitez avec le Rwanda. Vous traitez avec les pilleurs. Alors, votre réponse déterminera la crédibilité qu'on va vous accorder. Ça, c'est une remise de responsabilité. Nous pouvons nous arranger. Mais quand la MONUSCO dit que les rebelles, que les chefs de l'État a considérés comme des terroristes, utilisent des armes beaucoup plus sophistiquées que les armes de la MONUSCO, alors c'est un échec du monde. Là, vous parlez du discours de... Bien évidemment. d'Antonio Guterres. Parce que le paragraphe de tous les enjeux que vous venez de citer là, ce que je peux considérer véritablement comme un paragraphe décisif, mais c'est exactement la réponse au discours. Parce que, à quoi sert la MONUSCO finalement? 20 ans, elle est au Congo. Mais c'est dans 20 ans que depuis que la MONUSCO est au Congo, nous comptons 10 millions de morts. Alors dites-moi, comment vous avez une sentinelle chez vous, mais vous continuez à vous faire voler? Et la sentinelle vous dit non, il faut que le patron, c'est à vous de vous sécuriser. Si vous voulez qu'on se sécurise, partez. Nous, on va se sécuriser. Puisque vous voulez que les FARDC soient fortes. Si les FARDC arrivent à mettre terme à la guerre, à qui profitera la couronne? Ce sera la MONUSCO. La MONUSCO dira que c'est nous qui avons combattu, c'est nous qui avons aidé. Alors si vous voulez que vous voulez avoir la gloire, ben, mouillez-vous un peu. D'accord. Mais comment réussissez-vous à cette
sortie médiatique de Muzito qui dit « En ce qui concerne le Rwanda, nous nous plaignons trop, nous devons préparer la guerre. » Et il a raison. Il a raison. On se plaint trop. Oui, bien sûr, on se plaint beaucoup. On se plaint beaucoup, le Rwanda fait ceci, le Rwanda fait cela, on se plaint beaucoup. Mais il faudrait intégrer cette histoire, il faut dire aux gens, ce que le Rwanda ne peut pas nous agresser. Il n'en a pas le moyen. Le Rwanda, c'est 13 millions de personnes. La ville de Kinshasa a 14 millions de personnes. On parle de 12 millions, ça va faire 3 ans qu'on parle de 12 millions. Ça va faire 5 ans qu'on parle de 12 millions. Donc on est déjà à peu près à 14 millions ou peut-être 15 millions. Ça veut dire que la ville de Kinshasa seulement est beaucoup plus grande que la ville, en termes de population. Beaucoup plus peuplée que le Rwanda. Ça veut dire même à main nue, nous pouvons arriver, nous entrons au Rwanda à 6 heures et nous arrivons à gagner le Rwanda à 17 heures, tout au plus. Mais voilà que le Rwanda, puisque le Rwanda a accepté de jouer la main d'œuvre, parce que c'est une main d'œuvre le Rwanda, c'est une sous-traitance qui accepte de jouer ce sale jeu pour détruire la paix au Congo et profitant bien évidemment à certains valets, parce qu'il faut dire ça aussi, le Rwanda a des tentacules au Congo qui permettent, ces tentacules qui permettent au Rwanda de tenir des généraux, des capitaines, vous le voyez, on les arrête qui sont au sein de notre armée nationale. Pas seulement de l'armée, de l'administration, mais le Rwanda a infiltré le Congo. Vous n'avez aucune idée, Dan. C'est depuis 1997 que le Rwanda, bien avant d'ailleurs, le Rwanda était déjà en train de nous imprimer, de nous infiltrer. Mais alors l'infiltration a changé de visage et devenant un peu, nourrissant des ambitions, on va dire, d'occupation, à la limite. Puisque notre armée avait été infiltrée de la manière la plus scandaleuse que possible, avec les brassages et ainsi de suite, téléguidés par le Rwanda. L'administration publique, n'en parlons même pas. On les a vus partout. Au niveau, quel est le secteur qui n'avait pas été touché par l'invasion rwandaise? Pratiquement tous les secteurs. On a même eu des journalistes dans ce rang. Ça veut dire... Donc nous sommes incapables aujourd'hui de répondre à cette crise. Non, parce que le problème est, si je vous entends bien parler, il est multidimensionnel. Le Rwanda soutenu par les puissances, nous sommes infiltrés. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire par nous-mêmes pour mettre fin à ça? Changer les paradigmes. Il faut changer les paradigmes. En quoi faisant? Exactement. En détruisant le système que nous avons aujourd'hui. Regardez, le Parlement, il est imbibé de beaucoup d'antennes rwandaises. Le président Mbosso a dit à ses groupes de députés, quittez les groupes armés. Ils sont en intelligence avec l'ennemi. Ces gens-là sont là. Dans la magistrature, ils sont là. Ils sont partout. Alors, vous n'allez pas résoudre ce problème avec le même système, il faut le détruire. Et lorsque vous arrivez à le détruire, ça veut dire que vous réformez le système de façon globale. C'est vrai que ce n'est ni le lieu ni l'endroit de le dire, mais ceux qui sont éveillés comprendront ce que je suis en train de dire. Une fois que vous changez les choses, vous déverrouillez le système qui avait été verrouillé, eh bien tout va bien se passer. Dan, je suis dans une mauvaise posture que je ne peux pas dire, étaler les stratégies. Mais en tout cas, il faut le détruire le système. Si vous le gardez, ça ne reproduira que les mêmes erreurs du passé. Parce qu'après, c'est très compliqué. D'accord. Donc, il y a ce problème-là, mais il y a aussi un autre problème, c'est la perception des Congolais. Nous aussi, nous n'arrivons pas à voir dans le futur. Le peuple congolais. Oui, nous, le peuple congolais, nous, les leaderships politiques, nous n'arrivons pas à regarder un peu plus loin. On ne s'entend pas sur tous les points. Bounagana est occupé, ça va faire quoi? Plus de 100 jours déjà. 100 jours. C'est beaucoup. Mais beaucoup, mais attends, 2 jours déjà, c'est scandaleux. On ne peut pas vous occuper pendant 2 jours. Mais là, ça fait 90 jours. On est plus de 90 jours. Oui. Mais entendez les députés parler, entendez les politiciens parler, les musiciens parler. Personne ne dit la même chose. Nous sommes tous dans nos... voilà, chacun parle comme il veut. Pourtant, ici, il fallait une ligne. Une ligne qui devrait en principe fédérer tous les esprits. Et regardez par quoi opposition, majorité, oui. Tout le monde. Mais comme monsieur Muzito qui parle par exemple de... il faut qu'on fasse la guerre. La guerre. Oui, c'est bien bon de dire qu'on va faire la guerre. Mais avec quels moyens? Avec quel budget? Vous allez faire la guerre comment? Avec quel moyen? Avec quel budget? Comment vous allez faire? Avec autant d'infiltrés? Comment vous réussirez à le faire? Nous ne sommes même pas en mesure de faire une fonderie ici. Arrivons d'abord à faire une fonderie. Commençons d'abord à fabriquer nos propres armes ici. Commençons à fabriquer nos propres armes. Commençons à sortir, à extirper tous les militaires considérés comme des militaires issus de mixage et tout le reste. Commençons d'abord par rationaliser notre armée avant de la refonder. Parce qu'ici, il s'agit d'une refonte de l'armée. Tant qu'on n'a pas fait ces préalables-là, ne pensez pas à la guerre, ça va être scandaleux. Ici, le président Félix Tshisekedi... Pas du rapport des experts des Nations Unies. Oui, il se place dans une posture de quelqu'un qui dit « Pourquoi vous faites la politique d'autruche ?»
Ici, le chef de l'État interpelle les Occidentaux de sortir de leur hypocrisie. Voyez-vous, pourquoi vous faites ça? Vous voyez bien que nous sommes agressés. Vous voyez bien qu'on pille, qu'on tue à la merci. Mais pourquoi vous vous taisez? Pourtant, il y a des rapports, pas seulement nationaux, même internationaux, qui déterminent exactement qui est criminel et qui ne l'est pas. Il y a, non, dans ce que le chef de l'État dit, il est en train de dire qu'il y a des productions intellectuelles des hommes et des femmes épris de bon sens qui ont écrit sur cette histoire. Nous avons Charles Ounana qui a écrit, c'est un auteur de référence, on va le dire, sur le problème rwandais, montrant l'implication du Rwanda dedans. Il interpelle les gens, mais malheureusement, personne ne l'entend. Il demande à ce que monsieur, parce que celui qui gère la structure maintenant, c'est Macron, qui est lui le président du Conseil de sécurité en ce moment, il dit à monsieur Obama, pardon, monsieur Macron, distribuer les rapports. Et pas seulement, analysons ces rapports. Donc ici, Tshisekedi se met dans la posture de celui qui veut qu'on exhume des rapports, puisqu'il sait que le Congo dans ses rapports est gagnant, que le Congo dans ses rapports est victime et que le Congo n'est pas bourreau. Et là encore, il répond à Guterres. En fait, voilà, il est en train de répondre à Guterres qui avait dit, et que ce soit Guterres, que ce soit Blinken, tous disaient que le Rwanda et le Congo devraient s'entendre. On devrait se mettre ensemble. Donc on va mettre eux le bourreau et la victime sur la même table. Et ça c'est injuste. Et c'est pourquoi il dit, arrêtons cette hypocrisie. Il y a des rapports. Parce que ce rapport-là est beaucoup plus grand que le rapport de Mamping. Il dit, mettons ces rapports à nu. Voyons le rapport. Et une fois qu'on ouvre ces rapports, vous verrez maintenant. Et le chef de l'État demande qu'on le fasse. Moi, j'aurais voulu. En tout cas, si j'étais dans la salle, disons, si j'étais dans la cellule, j'aurais dû, au président de la République, j'aurais dû imprimer de photos des femmes violées, des enfants tués, des parents délaissés. J'aurais dû amener au chef de l'État des photos comme ça. Une fois que le président arrive sur place, il donne au protocole distribué. Vous avez vu le président Erdogan, il a sorti un tableau, il montrait le tableau. Voyez-vous, à la tribune des Nations Unies, il montre le tableau. Le chef de l'État congolais aurait pu faire la même chose. Publiant aussi, excusez-moi, publiant aussi des photos et montrer à toute la salle pour qu'ils essaient de voir est-ce qu'ils sont d'accord avec ça. Des femmes décapitées, des femmes tuées, des femmes dont on a placé des instruments ou des arbres dans leur partie génitale. Et ça, le chef de l'État a marqué beaucoup de points. Et vous avez vu comment Macron a récupéré la situation. Justement, j'aimerais qu'on parle de ça. Oui. Macron qui réunit le président Kagame. Avant de parler d'abord de ça, la réaction du président Kagame qui dit que ça ne sert à rien de jeter leur propre sur quiconque. La question est beaucoup plus importante. Il faut que nous nous mettions tous ensemble pour que la solution soit trouvée. Alors, je vous explique. Dan, vous êtes chez vous à la maison. Vous êtes chez vous à la maison et votre enfant se rebelle. Votre enfant, il se rebelle. Et vous voulez chicoter votre enfant. Et c'est un voisin qui vous dit, non, vous ne pouvez pas les chicoter. De toute façon, c'est votre enfant, il faut l'écouter. Ou alors, appelez-moi que je vienne en faisant participer dans les discussions. Vous allez vous poser des questions de votre paternité, n'est-ce pas? Ça peut vous choquer, vous dites, oh mais comment ça? C'est mon enfant, je fais de lui ce que je veux. Ce n'est pas un voisin de me dire qu'il veut venir intervenir. Il va intervenir en tant que qui? Et nous sommes en train de vivre ça. On est vraiment en train de vivre ça. Ça dit qu'ici, nous sommes en train de vivre un problème avec, entre guillemets, nos enfants, puisqu'ils ont dit que l'M23, c'est un problème congolais. Mais on demande aux voisins de participer à un problème congolais. Parce que moi, je ne comprends pas cette logique. Si c'est un problème congolais, laissez-nous résoudre le problème congolais. Il n'y a aucune chose qui s'est fait là qui n'a pas de réponse dans nos lois. La rébellion est réprimée par nos lois. Alors, laissons-nous agir comme on veut. Mais là, ils disent non. Il faut inviter les autres pour qu'ils viennent discuter. Mais comment les autres vont parler de notre problème? Et c'est ça le plus grand problème. Alors, lorsque le chef de l'État... Donc, ce maître Macron, maître Kagame et le président Tshisekedi ensemble, il n'y aura rien de... Non, il faut voir plutôt la symbolique. Parce que les gens sont restés sur des photos. Ils n'auraient pas dû. Non, les gens ont oublié un fait. Le demandeur de cette histoire, c'est Kagame. L'initiateur de cette histoire, c'est monsieur Macron. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a demandé qu'on exhume des rapports. Il demande qu'on exhume les rapports. Il dit, bon, les rapports, monsieur Macron là, que monsieur Macron sorte ces rapports. La France a peur. Parce que si on remonte un peu plus haut, on trouvera sa main dedans. Elle a peur, justement. Elle ne veut pas qu'elle soit La France est complice dans ce qui se passe dans l'Est. L'humanité toute entière est complice par le silence qu'ils apportent à cette histoire-là. Vous avez un pays qui menace notre pays, qui
arment des groupes terroristes, qui tuent, qui sèment la terreur dans un pays. Et personne n'est du mot sur la question. On ne sait même pas dire que le groupe, c'est un groupe terroriste. Il n'y a que le chef de l'État qui a dit que c'est un terroriste, c'est des terroristes. Tous les appellent des rebelles. Voyez-vous? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas qu'on les implique dans une affaire internationale, et ainsi de suite. Et là, le chef de l'État, quand il le dit, la France dit, mais c'est le moment de nous retirer un peu. D'accord. De prendre un peu une position. Et c'est ainsi que le président Macron a invité le président Kagame et le président Tshisekedi afin de trouver l'issue à ce problème. Mais là encore, c'est de la blague. L'issue, là, quel problème? C'est quelle issue? Le retrait du M23. C'est la désactivation du M23. Mais pourquoi M. Kagame plaide pour que l'on puisse réintégrer le M23 dans l'armée congolaise? Pour quel intérêt? Est-ce que nous, le Congo, on a demandé qu'on puisse réintégrer les FDLR dans l'armée rwandaise? Monsieur Guterres a dit que le FDLR était au Congo, sans nous dire la localité où se trouvaient les FDLR. Et le chef de l'État l'a rappelé dans un discours, en disant, vous avez dit que les FDLR... C'est une réponse à Guterres. Bien évidemment. Mais c'est quoi le fond du problème? Qu'est-ce qui sera la base de cette perpétuation de massacres, de tueries? C'est quoi le fond du problème? Alors, vous avez ce que les autres n'ont pas. Vous avez ce qu'aucun pays voisin ne possède, soit en quantité, soit en qualité. Le Rwanda, sous son sol, sous sa terre, n'a que le thé et le café. Mais le Rwanda devient producteur du cobalt, producteur du coltan. Comment fait-il pour être producteur de ce qu'il n'a pas sur son sol? Et comment se fait-il qu'il ait une raffinerie de l'or, alors que nous savons tous que l'or vient du Congo? Comment se fait-il que l'Ouganda et le Rwanda sont en mesure d'exploiter beaucoup plus de l'or que nous-mêmes, le Congolais, alors que chez eux, ils n'en ont pas beaucoup? C'est une question de minerais, de richesses naturelles. La guerre, elle est économique. Une guerre économique. Une guerre économique. Parce que regardez, cher Dan, si nous prenons le Congo, je vais utiliser une expression que nous allons tous comprendre. Vous voyez, le Congo, c'est comme ça. Oui. Si nous tournons le Congo, nous faisons ça. Ça veut dire nous t'amusons. Oui. Nous sommes à 500 millions, ou je veux dire 500 000 trillions de dollars. Ça veut dire 500 000 milliards de dollars. Toutes nos richesses, à l'état où nous sommes, on en a beaucoup plus. Dan, je dois te rappeler, à l'époque de Rockefeller, ça veut dire Rockefeller, c'était un pétrolier, un grand pétrolier américain. L'Amérique contrôlait le monde entier, justement avec une affaire de entre 20 et 30% du pétrole dans le monde. Vous imaginez? Ils ont contrôlé le monde. Mais nous, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, 80% du cobalt. Le cobalt est considéré comme le métal du futur. C'est considéré comme le métal stratégique. C'est considéré comme le métal de la technologie. Nous en avons à 80%. Alors, explique-moi par quel mécanisme nous n'arrivons pas à contrôler le monde. Nous avons le Tental. Le Tental est une matière, pas seulement du développement, mais c'est aussi qui permet à faire des chirurgies, qui permet à faire des implants. Ça veut dire que c'est une révolution de la médecine. Nous avons le Tental chez nous. Nous avons le niobium. Nous avons, je ne sais pas si on appelle ça l'éoula, tentaline. C'est ce qui permet qu'on ait des téléphones aujourd'hui. Ce qui permet qu'on ait des matières électriques, des condensateurs. Ça permet d'avoir toutes ces choses. Nous avons le lithium. Le lithium, c'est le futur de demain. Le lithium, c'est l'hydrocarbure de demain. Puisque dans 10 ans, on ne parlera plus du pétrole. Dans 10 ans, on ne parlera plus de carburant. Dans 10 ans, ça sera le lithium. Mais on accuse le Rwanda de nous agresser pour nos minerais. Mais au Rwanda, il n'y a pas de multinationale qui fabrique tous ces appareils issus de ces minerais. Au contraire. Il y en a pris. Bien évidemment. Ils viennent acheter ça au Rwanda et en Ouganda. Malheureusement, nous avons certifié, nous avons signé on a fait des ratifications pour que les minerais soient des minerais certifiés. Mais les minerais qui partent à partir du Rwanda ne sont pas certifiés. Ou s'ils le sont, ils le sont par qui? Puisqu'il y a une convention, j'oublie le terme, il y a une convention qui dit qu'avant que nous puissions acheter, un peu comme le diamant du sang, avant qu'il y a aussi le coltan de sang, pour éviter le coltan de sang, il faut que ce coltan, à l'extraction, porte déjà un cachet. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça doit porter un truc. Mais comment ça se fait au Rwanda, on donne ça? Ils ne se posent pas des questions d'où ça vient. Ils achètent librement. À chaque fois que nous apportons le coltan, ça veut dire qu'il y a des enfants qui ne sont pas allés à l'école. Il y a des enfants qui sont dans les mines. Il y a des femmes qui ont été violées. Et l'humanité tout entière se tait
devant les coltons sales, puisqu'ils ont besoin de téléphones. Mais c'est ça la vérité, au fait. C'est un silence, puisque Mais ce qui se passe à l'Est... Comment changer de paradigme pour que, au lieu que le Rwanda, au lieu que toutes ces entreprises passent par le Rwanda, par l'Ouganda, qu'elles viennent directement négocier ou discuter avec les dirigeants congolais? Est-ce que c'est pas possible? Il nous manque l'intelligence, Dan. On n'est pas très intelligent, malheureusement. Je vais le dire comme ça. Le peuple congolais et les dirigeants congolais ne sont pas très intelligents. C'est des plaintifs, c'est des accusateurs, c'est des jouisseurs pour la plupart des cas. Ce ne sont pas des hommes qui réfléchissent dans le futur, qui ne regardent pas 10 ans plus tard, qui ne regardent pas 20 ans plus tard. Ils regardent les élections de 5 ans. Ils fonctionnent en termes d'élections. Ils n'ont pas de vision dans le long terme. Ils ne savent pas comment on déconstruit une politique de guerre, comment on le fait. C'est ça notre plus grand problème. Et les autres lisent nos faiblesses et ils nous attaquent par là. Comment vous pouvez imaginer que vous avez les cobalts chez vous, mais vous n'avez aucune filière qui apprend le cobalt? Donc nous sommes encore au niveau d'aller certifier nos cobalts à l'étranger. Vous avez les diamants chez vous, mais nous n'avons aucune filière où on apprend les diamants. C'est à peine que vous faites une histoire de gaz et pétrole. Mais le gaz et le pétrole, mais ça sera, dans peu de temps, on n'en parlera plus. Dans 20 ans, le monde ne va plus parler pétrole. Dans 20 ans, le monde va se conjuguer en lithium. Mais nous n'avons aucune faculté qui apprend le lithium. Donc ça veut dire que nous allons attendre que les Belges, que les Américains viennent nous parler de la teneur de notre lithium, jusqu'au moment où nous parlons. Si vous allez en Australie, il y a des facultés où on apprend le lithium. Tout ce qu'ils en ont. La Chine en a aussi. Le lithium peut servir à quoi déjà? Parce que c'est un minerai qui pas très connu par le grand public. Oui, parce qu'on ne s'intéresse pas. On ne s'intéresse pas à des choses qui nous concernent. Nous avons la qualité la plus importante du lithium dans le monde. La qualité. L'Australie en a aussi. La Chine a aussi le lithium. Mais la qualité que nous avons est une très bonne qualité qu'eux n'ont pas. Mais ça sert à quoi ça? Mais ça sert au futur. Ça sert aux batteries que l'on va faire. Seulement. Je veux dire, pardon, pas seulement. Donc, prenons juste que les batteries. Le monde entier, dans 10 ans, toutes les voitures avec des pétroles, l'essence, on n'en parlera plus. Ça va être des voitures électroniques. Et des voitures électriques, pardon. Des voitures électriques. Oui. Ces voitures électriques, ces batteries-là, c'est le lithium congolais. C'est le lithium du Congo. Ça va parler notamment comment dire, au réchauffement climatique. Au réchauffement climatique. Nous sommes une réponse, voilà pourquoi on a parlé d'un pays solution. Nous sommes une réponse à l'humanité. Le lithium nous organise à répondre à la question du monde. Donc ça ne concerne pas particulièrement le chef de l'État. C'est un problème qui concerne tout le peuple congolais. Notre péché, c'est de personnaliser le débat. Chaque fois qu'on parle de Fachi, on tombera toujours. On a parlé de Mobutu pendant 32 ans. Mobutu est parti, Kabila est arrivé, le problème est resté entier. Le même. On a parlé de Kabila, le père, il faut qu'il parte. Kabila, Joseph est arrivé, le problème n'a pas changé. On est en train de parler de Fachi maintenant. Il a remplacé Kabila, mais les problèmes demeurent toujours. Et nous allons parler d'un autre président, le problème restera toujours. Maintenant, il est temps de définir la ligne que nous voulons suivre demain. Qu'est-ce que nous voulons faire demain? Comment nous voulons être respectés dans le monde? Cette politique a échoué. Cette mentalité de gestion-là que nous avons a échoué. Maintenant, nous devons conjuguer le futur. Nous avons le lithium, nous avons le coltan et le cobalt. Le coltan et le cobalt associés ensemble, ça nous donne l'aéronautique, les avions et tout les fusées. Ça veut dire que nous avons des réponses. Je ne vous parle pas que de ce que le Congo a déjà fait. Et ça, ce n'est pas pour aujourd'hui. Le Congo avait répondu. Le Congo a mis terme à la guerre du monde. Ça, vous souvenez-vous avec le Nagasaki et la bombe atomique? C'est nous qui l'avons finalement donné. Voyez-vous, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se pose des bonnes questions. Et les bonnes questions ici, le problème du Congo, c'est le Congolais d'abord lui-même. On est incapable de regarder dans la même direction. Nous sommes incapables de regarder au-delà des élections. Nous sommes encore des plaintifs, il faut qu'on corrige ça.